Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer la rétrospective Astérix. Ici, nous parlons donc seulement des films en prise de vue réelle, les live action, comme on le dit en anglais. Et nous sommes parfaitement dans le ton, puisque nous allons aujourd'hui partir un petit peu sur l'île de Bretagne, puisque nous allons traiter d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, un film sorti au cinéma il y a désormais plus de 10 ans. Et oui, un film réalisé par Monsieur Laurent Tirard. Excusez-moi pour ma prononciation, je n'ai pas voulu dire tiroir. Je sais ce qu'est un tiroir en français. Non, je voulais vraiment dire Laurent Tirard, qui donc est vraiment l'un de mes réalisateurs français préférés. Non pas qu'il nous concocte spécialement des chefs-d'œuvre, n'est-il pas? Non, pas vraiment. Mais pour autant, il nous propose à chaque fois de très bonnes comédies françaises. Et ça fait vraiment plaisir. Je vais continuer en français, ça sera peut-être mieux. Laurent Tirard a comme dernier film un petit peu à son palmarès Le Discours. Il avait adapté le roman de Fab Caro. Or, Fab Caro, je tiens à le préciser, est chargé de l'écriture du scénario du prochain tome d'Astérix, le 40e. Or, Fab Caro, pourquoi est-ce que je vous en parle ici? Eh bien tout simplement parce que, avant d'être des films, je vous rappelle qu'Astérix c'est une bande dessinée, et que ce film, évidemment comme les précédents, adapte le matériau d'origine, et ici, Astérix, le 8e tome, chez les Bretons. À savoir, je vous rappelle rapidement l'histoire, nous avons César et donc les Romains qui viennent pour envahir l'île de Bretagne. Le Breton Jolithorax n'est pas d'accord, il va chercher de l'aide, à savoir ses amis gaulois Astérix, Obélix, et avec la potion magique, l'objectif est de dérouiller les Romains pour les empêcher d'envahir et de conquérir cette pauvre île de Bretagne assiégée par le vilain mécréant César. Il y a donc l'adaptation de ce tome, mais également l'adaptation du tome suivant, à savoir le tome 9, Astérix et les Normands, où les Normands débarquent ici donc en Angleterre, sur l'île de Bretagne, et ils veulent découvrir ce qu'est la peur, parce qu'ils n'ont jamais connu la peur. Or, ils savent très bien que dès lors que l'on est envahi par la peur, nous avons la possibilité physique de voler. Les Normands sont des personnes très intelligentes, mais en même temps, citez-moi dans l'univers Astérix 3 personnages qui soient profondément intelligents. Astérix, Panoramix, et je crois que ça s'arrête un petit peu là. D'ailleurs, Panoramix n'apparaît pas dans ce film, et ce n'est pas plus mal, puisque vous allez le comprendre, je vais d'ailleurs commencer sûrement par cela. Nous avons une telle galerie déjà de personnages qu'il a vraiment fallu élaguer et se débarrasser clairement de personnages qui auraient pu paraître totalement anecdotiques. Nous commençons donc avec le casting, puisque moi déjà, je tiens à le préciser, mais c'est un casting vraiment 5 étoiles. Mais ça ne suffit pas. On a pu le voir avec Astérix aux Jeux Olympiques, où le film a droit à une série d'acteurs absolument incroyables normalement, mais le film ne donne rien. On avait Poulvord, on avait déjà Depardieu, on avait Astier, on avait Delon, ça ne suffisait clairement pas. On n'y était pas du tout. Ici, non seulement le casting est vraiment réussi, mais surtout, j'aime beaucoup ce film, et oui, je tiens aussi à le caser, c'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur live-action Astérix, et de très loin, j'expliquerai ensuite un petit peu mieux pourquoi, mais déjà le casting est un premier point important, mais aussi c'est l'un donc de mes films français des années 2010 préférés, et clairement l'un de mes films un peu de poche, de chevet, que j'aime bien regarder de temps en temps. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, je vais un petit peu essayer de vraiment bien me justifier, parce que j'ai appris seulement il y a quelques jours que c'est un film qui est particulièrement détesté, chose qui me surprend assez, et qui est presque autant détesté même qu'Astérix aux Jeux Olympiques. Ça fait plaisir. Bon allez, commençons avec le casting. Nous avons toujours Gérard Depardieu, qui est toujours excellent, délicieux en Obélix. C'est vraiment formidable. C'est un personnage qui est tellement casse-figure à jouer, et il est à chaque fois vraiment parfait. Bravo. Nous avons Édouard Baird qui débarque pour jouer Astérix. Ce qui est très amusant, c'est que là, peut-être qu'on n'a pas vraiment le personnage d'Astérix, mais je vais vous dire, ce qui m'amuse en fait beaucoup avec ce film, ce sont les anachronismes. C'est-à-dire que ce film est sorti au début des années 2010, et ça se sent, et c'est drôle, parce que Astérix, ici, est interprété, incarné même, par Édouard Baird, qui joue presque un peu son propre rôle. Édouard Baird joue Édouard Baird, c'est-à-dire il a l'étiquette du romantique. Et Astérix, par ailleurs, n'apprécie pas du tout le regard des autres, puisque quand il débarque sur l'île de Bretagne, il apprend quand même que les Bretons sont persuadés que lui et Obélix entretiennent une relation homosexuelle, puisque quand même, c'est vrai, hein, 2 hommes qui vivent ensemble, et avec un petit chien en plus, c'est quand même parfaitement suspect. Et ça, c'est très drôle, parce que forcément, Astérix va vouloir un petit peu s'émanciper d'Obélix, il va vouloir vivre un petit peu sa vie, il va vouloir draguer, se questionner sur l'amour, sur les femmes,
Et globalement, Edouard Baird nous fait du Edouard Baird, il est clairement dans sa zone de confort et c'est amusant. Et on ne part pas non plus trop loin, c'est-à-dire qu'on reste malgré tout dans l'ambiance Astérix, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement dénaturé Astérix et même globalement les autres personnages et l'univers sous prétexte qu'on avait des acteurs très talentueux et des acteurs auxquels Laurent Tirard a vraiment bien réfléchi à l'attribution des rôles. Car clairement, pour moi, on a l'un des films où les acteurs sont les mieux employés. Alors certes, c'est vrai que on peut critiquer, on peut reprocher le fait que certains acteurs, on les retrouve dans des rôles et que ça manque de surprise. Dans l'état d'esprit, c'est vrai que mettre par exemple Valérie Lemercier qui a quasiment le rôle avec Miss Macintosh des Visiteurs, ça peut peut-être un peu énerver, mais pour moi c'est si savoureux, c'est si précieux aussi de mettre en avant comme ça les acteurs et de sentir qu'ils s'amusent à ce point-là, que c'est tout simplement régalant. Fabrice Lucchini en Jules César, l'homme de théâtre, là il s'épanouit à fond les ballons. Vincent Lacoste, qui est le personnage peut-être le plus intéressant du film en termes de dramaturgie, parce que c'est lui le seul vrai personnage qui va évoluer dans ce récit. C'est un petit peu comme si on était donc en moins 50 avant Jésus-Christ, qu'on transposait clairement l'idée, par exemple, que les adultes demandent à un enfant ou à un jeune enfant, adulte, ado, comme vous voulez, de savoir un petit peu quelle voie il veut suivre plus tard, quel métier il veut exercer plus tard, que le gars, il s'en fiche pour l'instant un petit peu, ou tout du moins les aspirations qu'il a ne sont pas du tout celles que ses tuteurs veulent qu'il ait, il a des valeurs qui sont vraiment très jeunes, pas du tout conservatrices comme les personnages adultes la plupart, donc comme Astérix, Obélix, ou même à bras raccourcis, ce qu'on voit un petit peu, qui passe forcément donc pour de vieux lourdeaux hyper relous, comme disent les jeunes justement. Et Vincent Lacoste, c'est un personnage qui va évoluer jusqu'à la fin du film, et moi j'aime beaucoup d'ailleurs le travail de Vincent Lacoste, parce qu'il confirme pour moi que Laurent Tirard, et c'est un autre très bon point du film, il a réussi à transcender l'histoire qu'il adapte. J'aime beaucoup le tome 8 d'Astérix chez les Bretons, attention. Par ailleurs, vous l'avez compris, je trouve qu'il y a une vraie alchimie, une vraie homogénéité qui est trouvée avec l'adaptation également du tome concernant les Normands, certes. Mais le tome 8 a quand même, par moments, des passages qui sont très bande dessinée, qui ne passent pas du tout pour le cinéma. Et beaucoup de passages de la BD ont été élagués, ont été supprimés, et ça c'est très bien, pour apporter un certain profit, à mon sens, en termes de cinéma. C'est que mon regret avec ce tome, c'est que je trouve vraiment que le combat final entre les Gaulois et les Bretons face à la troupe romaine, je fais tomber mon DVD, mais en même temps c'est assez littéral de la chute des DVD dans l'intérêt malheureusement du public. Oh là là, mon dieu, les Fnac se vident de DVD. Passons en détail. Mais donc le combat final dans le tome, il me paraît très court et pas très travaillé plus que ça, c'est-à-dire que tu sens que t'es pas très développé davantage. Alors que là vraiment ça prend beaucoup plus son temps à ce niveau-là. Nous avons aussi d'ailleurs, je finis là-dessus, c'est vrai, Catherine Deneuve, qui est superbe en reine d'Angleterre, hein, c'est un petit peu l'idée, hein, l'anachronisme là est très voyant. Globalement, en fait, les anachronismes sont extrêmement flagrants là-dedans. Mais c'est ça qui me plaît aussi, c'est-à-dire que, honnêtement, réfléchissons. Astérix 1 et Astérix 3 en live action, ils ne me plaisent pas, ils ne me font pas beaucoup rire. Le 2, il me fait rire, mais par moments, tu te sens exclu, parce que c'est beaucoup trop générationnel et que les références sont beaucoup trop pointues. Là, on a le film dont l'écriture est simple, efficace, vraiment plaisante et agréable, avec des gags qui sont vraiment propres aux années 2010, hein, au moment où le film sort. C'est tout simplement ça. L'histoire des faux papiers avec les migrants, par exemple. Et c'est parfait, et c'est très bien, je veux dire. On comprend tout. Et en même temps, on peut pas dire qu'on apprécie un film parce qu'on le comprend, il faut être évidemment réceptif à l'humour, et en plus c'est le cas. Donc non seulement tu te sens jamais exclu, tu comprends tout, et il y a quand même une certaine finesse d'écriture. Et par rapport au personnage migrant d'ailleurs, qui est le personnage de pain d'épices, qui amène évidemment au dénouement, à savoir qu'il a avec lui des plantes qui vont servir à donner confiance, à donner de l'espoir surtout aux Bretons, parce qu'il croit que cette plante contribue à la création de la potion magique pour devenir invincible alors que ce n'est pas le cas, et cette plante évidemment deviendra du thé. Ce qui est donc pas mal, parce que c'est vrai que là aussi, un autre point sur lequel le film pour moi est plus fort que la BD, c'est que la bande dessinée, pas vraiment incroyablissimo, en gros on voit au début, par rapport au thé j'entends, hein, par rapport au thé, c'est-à-dire oh Astérix qui va dans le laboratoire de Panoramix, qui voit une plante et qui la prend sans qu'il sache trop pourquoi.
c'est pas fabuleux, donc heureusement qu'on ne nous a pas refourgué Panoramix ici aussi dans ce film. On a d'ailleurs aussi, j'y pense, dans les autres acteurs que j'ai pas trop cités, on a aussi Danny Boone, qui joue un rôle qui lui convient très bien. Danny Boone, c'est pas un très bon acteur. Il n'est pas incroyable du tout. J'en prends de plus en plus conscience, plus je grandis d'ailleurs. Mais si tu le mets vraiment dans les petites cases qu'il peut parfaitement remplir, il est excellent. Et là, c'est le cas. Donc vraiment, moi je suis assez épaté par ce métrage, vous l'avez compris, pour plusieurs raisons. Donc un casting vraiment savoureux. J'ai oublié aussi de parler de Gallienne qui est excellent, de Charlotte Lebon également, qui sont d'ailleurs donc les Bretons montrés par rapport à Astérix Obélix, la relation homosexuelle et clairement le contexte un petit peu du mariage pour tous qui va pas tarder à arriver à ce moment-là, au moment de la sortie du film, qui va arriver seulement quelques années après. Nous avons aussi quand même un couple malgré tout très traditionnel qui va devoir un petit peu apprendre à sortir du cliché ambulant justement des Bretons, de l'anglais, qui est un petit peu coincé. Là où évidemment là les Gaulois, les Français, eux sont sales, comme on le dit, et sont un petit peu trop décoincés peut-être. Une question de curseur, disons. Ça c'est assez amusant. Et on voit donc les Gaulois complètement abrutis, c'est un petit peu ça, et complètement à la masse, qui ont plein de défauts, qui essayent, mine de rien, d'apporter une petite contribution aux Anglais, à savoir de leur apprendre à être un petit peu plus, oui, dans la jovialité, dans la convivialité aussi, et dans le rapport humain un petit peu plus chaleureux, tout bêtement. Donc nous avons un très bon casting savoureux, nous avons une histoire qui est transcendée, et nous avons des anachronismes qui fonctionnent vraiment très bien, un film bien réalisé, un film aussi avec une très bonne atmosphère et ambiance musicale, bravo, ça donne vraiment envie de danser, c'est un film très très estival, très plaisant, et c'est aussi un film qui ne cherche pas à tout miser sur son budget, autre évidemment que tous les acteurs et actrices qu'il a fallu embaucher. À mon avis, il a fallu y aller en termes de chèques, parce qu'à mon avis, il y a quand même du monde, et il y a du budget derrière, mais bon, on va pas reprocher à un film d'avoir du budget, ça serait un petit peu bizarre, mais c'est pas un film qui va essayer de te balancer dans un souffle épique, hyper démonstratif, hyper spectaculaire. Non, non, pas du tout, on n'est pas du tout dans Astérix Mission Cléopâtre, où vous avez même la musique comme ça qui va un peu avec. Là, même visuellement, même dans les décors, c'est très minimaliste, et à la fois on a des effets de ralenti quand les Normands tombent dans l'eau, on a quand même des vraies troupes romaines bien massives, mais ce qui est important avant tout, ce sont les dialogues, c'est l'intrigue, c'est l'histoire, c'est le contenu, et ça me plaît. Il me semble que notre chère Anne Goscinny avait trouvé le film un peu trop cérébral. Alors c'est pas un film non plus réflectif, ça reste avant tout un divertissement qui cherche à être plaisant et qui n'est pas non plus métaphysique. Mais c'est vrai que c'est peut-être le plus cérébral des Astérix, mais pour moi c'est pas du tout un défaut. Pas du tout. Allez, il ne me reste plus qu'à vous demander dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, donc mon préféré Astérix dans les live action, et peut-être que le nouveau qui sort, savoir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet, va complètement bouleverser mon classement, je n'en sais rien, on en reparlera de toute façon dans quelques jours sur la chaîne quand je l'aurai vu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Astérix au service de Sa Majesté, et même si vous le voulez d'ores et déjà, sur Astérix l'Empire du Milieu, si vous l'avez vu, et si vous l'avez apprécié, ou même si vous n'avez pas apprécié, parce que si c'est seulement les personnes qui l'ont apprécié qui m'en parlent en commentaire du nouveau Astérix, il n'y aura pas grand monde, j'ai l'impression. Allez, ciao, à la prochaine, partout à tous. Ah là là.